Mesdames, Messieurs, bonsoir. 22 heures sur la RTD, le journal. Voici les titres. Solidarité, les membres du gouvernement sont rendus hier à Yoboki pour évaluer sur place les conséquences des intempéries et la situation actuelle des habitants sinistrés. Et au Brésil, 14 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion. C'était les titres. Bienvenue à tous. Hier a eu lieu la cérémonie de remise des clés des logements de la Fondation Droit au logement du président Ismaël Omar Guelleh au profit de quelques 50 ménages bénéficiaires. Cette cérémonie, placée sous le haut patronage du Premier ministre par intérim, Ali Hassan Baden, a vu la participation des membres du gouvernement, messieurs les ministres Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Mohamed Abdelghader Moussa, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Saïd Nouh Hassan, ministre de l'Intérieur, Kassim Haroun, ministre de la Décentralisation, Ahmed Robleh, ministre de la Santé, des autorités, les parlementaires et les notables de la région. Écoutons un extrait du discours du préfet de la ville de Dikil. Immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans le développement de notre région d'Ikil. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour l'inauguration de 50 nouveaux logements, une initiative louable de la Fondation IONG qui n'est autre que le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ces logements sont destinés aux familles nécessiteuses de la sous-préfecture de Yoboki. Je voudrais commencer par exprimer ma sincère reconnaissance à Son Excellence le Premier ministre par intérim, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, celui de la Santé, de la Décentralisation, de la Solidarité, de l'Environnement et tous les membres du Parlement qui sont présents ici. L'inauguration de ces logements est le fruit d'un effort collectif, de la volonté et de la générosité de la Fondation IOG qui œuvre inlassablement pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables parmi nous. Ces 50 logements ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des foyers où l'espoir et la dignité trouveront leur place. Nous comprenons tous que le logement est l'un des besoins les plus fondamentaux de chaque individu et de chaque famille. En offrant ce logement aux familles nécessiteuses de Yoboki, la Fondation IOG ouvre la porte à un avenir meilleur, à la stabilité, à la sécurité et à l'opportunité. Ces logements ne sont pas seulement un toit au-dessus de nos têtes, ils sont les symboles d'une communauté qui se serre les coudes, qui se soutient mutuellement et qui se dresse ensemble pour surmonter les défis. Et suivons à présent les interventions respectivement du ministre de l'Intérieur, suivies de celles du ministre de la Santé. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères gratitude à la population de Yoboki qui nous a accueillis de manière, mais vraiment avec une population très nombreuse. Je les remercie. Et nous avons l'honneur également aussi d'avoir la présence de Hadji Madina Mohamed Youssouf, qui est l'icône de Yoboki. Après ça, je voudrais expliquer que la grande délégation ici ministérielle qui est là n'est pas là spécialement pour la distribution de logements ici aujourd'hui. Certes, c'est un moment important que nous avons voulu partager avec les autorités qui ont été chargées de distribuer ce logement et dont à sa tête la ministre de la Solidarité. Si cette grande délégation ministérielle est venue aujourd'hui, c'est surtout pour être à côté de la population de Yoboki suite aux dégâts qui ont été causés par la catastrophe due au changement climatique, les grandes pluies torrentielles avec les vents qui ont impacté les maisons et les habitations ainsi que l'ensemble de la population de Yoboki. Et bien sûr, suite à cette catastrophe, l'État a pris effectivement à bras le corps ses moyens et dans un premier temps, la ministre de la Solidarité
en association avec donc effectivement les autorités administratives donc, de la région et coutumières, sont venus porter les premiers secours pour pouvoir assister et donc contribuer à la suite donc, de l'aide concernant effectivement la reconstruction des habitations qui ont été impactées. Et bien sûr, par la suite, il y a un comité qui est actuellement donc, sous le préfet donc, de la région qui est en train d'étudier quel serait, avec les moyens dont on dispose, quel serait le moyen le plus approprié pour que cette population de Yoboki retrouve effectivement ce qu'elle avait perdu avant donc, cette catastrophe. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, remercier la population de Yoboki pour son accueil chaleureux ici à Yoboki. Les équipes médicales de Dikil sont avec vous depuis quelques jours et donnent assistance aux sinistrés donc, de Yoboki. Le médecin-chef, ces équipes de Dikil sont venues en renfort aux équipes médicales donc, qui sont ici au niveau du poste de santé de Yoboki. Nous avons hier après-midi ramené également donc, un surplus de médicaments mais également des moustiquaires qui seront donc distribués donc, aux sinistrés, Inch'Allah. On se tient aujourd'hui ici à cette cérémonie de la remise de clés de logements sociaux, mais également donc, il y a l'extension du poste de santé. Cette extension du poste de santé est effective. Il manque quelques équipements qu'on va compléter dans la semaine et qui sont donc en chemin. Vous aurez donc à la fin donc, de cette semaine l'extension de ce poste de santé de Dikil qui sera effectif, Inch'Allah. On va également augmenter, il y a également du personnel qui seront donc affectés et qui sont déjà venus au niveau de Yoboki. Yoboki sera donc un centre qui sera différent des autres postes de santé. On va un peu changer le nom, ce ne sera plus, disons, un poste de santé, mais plutôt une polyclinique parce que l'hôpital va délivrer toutes les prestations nécessaires qu'on peut retrouver dans une polyclinique, que ce soit les soins, que ce soit la biologie. Ce sont ces équipements qui manquent. Nous avons également augmenté la pharmacie communautaire. Donc il y aura également des techniciens supérieurs en pharmacie qui seront développés ici. Donc ce sera un pôle médical qui sera assez suffisant pour permettre les soins de la population donc de Dikil qui augmentent de plus en plus. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité rendre hommage à l'un des notables de la sous-préfecture en nommant la nouvelle cité qui sera dorénavant habitée, la cité Abdallah Oudoum Mohamedou. Dans une atmosphère de joie et de soulagement, 50 ménages se sont vus remettre les clés de leur nouveau logement. Ces derniers représentent une étape essentielle vers les relogements des familles sinistrées. Ainsi, ce sont 50 ménages sinistrés qui ont bénéficié de ces logements sociaux. Ce geste témoigne de l'engagement du gouvernement envers les populations les plus vulnérables. Aussi, sur l'initiative du chef de l'État, les ménages restants n'ayant pas été relogés et dont leurs habitats précaires a été impacté, la reconstruction et la réhabilitation a été amorcée. Suite aux intempéries dévastatrices du dimanche 3 septembre ayant touché la sous-préfecture de Yoboki dans la région du Dikil, le gouvernement a envoyé une première vague d'assistance pour soutenir les familles affectées composées de kits alimentaires et non alimentaires. Après la première phase de distribution d'aide qui s'est déroulée quelques jours après les intempéries, une enquête sur le terrain afin de constater de visu les dégâts des intempéries avec l'application des critères d'éligibilité rigoureux, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a soigneusement sélectionné les ménages bénéficiaires prenant en compte des facteurs tels que la vulnérabilité, le handicap, la non-propriété et la taille de la famille. L'Agence djiboutienne de développement social a également procédé à une évaluation des infrastructures et des équipements impactés en vue de leur réhabilitation.
Parallèlement, une mission d'évaluation et d'identification des bénéficiaires des logements de la Fondation Droit au logement du président Ismaël Omar Guelleh s'est déroulée dans la sous-préfecture. Cette mission visait à identifier les ménages les plus vulnérables et éligibles à recevoir un soutien supplémentaire, notamment en matière de logement. Et après cette étape d'identification qui s'est déroulée du vendredi au samedi et en préparation de l'arrivée du Premier ministre par intérim, une séance de validation des listes et des bénéficiaires s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales, Mme Loufa Ismaël Abdo, et du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed, ainsi que du directeur général de la Fondation IOG Droit au logement, des autorités régionales, le préfet du Dikil, le président du conseil régional, des locales et notables de Yobouki. Le Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdon, s'est également rendu à la tête d'une forte délégation ministérielle dans la localité de Yobouki afin de s'imprégner du visu de l'impact des intempéries et la situation actuelle de la population sinistrée. À son arrivée dans la sous-préfecture de Yobouki, la délégation a rencontré la population et ménages touchés et s'est également rendue dans les différents services publics, le poste de santé, le lycée et électricité ayant subi des dégâts et qui devront être réhabilités dans les meilleurs délais. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers les locaux de la sous-préfecture où ont pris place des discussions avec les locales et notables de la région. Ces échanges ont permis à la population d'exprimer ses besoins et ses préoccupations tout en réfléchissant aux moyens de renforcer l'aide sociale afin d'accroître la résilience. Il convient de rappeler que les premiers logements octroyés par la Fondation en 2018 étaient destinés aux sinistrés de Balbala à Djibouti, ville, marquant l'engagement continu envers les communautés touchées par les catastrophes. Ces réalisations dans le secteur du logement découlent de la politique du président de la République qui a fait de la construction de logements sociaux une priorité nationale. Dans la ville de Dikil, la Fondation IOG pour le logement a octroyé 30 logements à Mouloud, 50 à Dikil ville et 50 logements aujourd'hui attribués donc dans la localité de Yobouki. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement continuent de travailler en étroite collaboration pour garantir que les familles touchées par cette catastrophe naturelle reçoivent le soutien nécessaire pour reconstruire leur vie. Cette initiative reflète l'engagement du chef de l'État de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Cette collaboration entre le ministère des Affaires sociales et la Fondation témoigne de la solidarité et de l'unité qui prévalent dans notre pays en temps de crise. Les deux institutions sont déterminées à faire tout leur possible pour soutenir les communautés touchées et assurer un avenir meilleur pour les sinistrés. Autre information, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, a reçu ce matin à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, la présidente du comité politique et sécurité de l'Union européenne et directrice adjointe du service européen d'action extérieure en visite à Djibouti, Mme Delphine Prank, accompagnée d'une forte délégation. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a souhaité la bienvenue à la présidente du Comité politique et sécurité de l'Union européenne ainsi que les participants. Cette rencontre témoigne de l'engagement continu de Djibouti envers la coopération internationale et la diplomatie visant à renforcer la stabilité et la prospérité dans la région. Au cours de cette rencontre cordiale et constructive, ils ont échangé des points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que sur les opportunités de coopération future. Au cours de leur échange, ils ont discuté des relations diplomatiques exceptionnelles entre Djibouti et l'Union européenne fondées sur des valeurs communes. Ils ont également mentionné l'importance d'améliorer davantage les relations d'amitié et de coopération, en particulier dans le domaine politique et sécuritaire. Suite à cette visite, la présidente Delphine Prank a exprimé sa gratitude au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement pour son accueil chaleureux. الدنيا دا دمانتي ودوب
كوديباتو الدنيا دا دمانتي ودوب كوديباتو هذا نار مجري ودايا دا قابوبيو وبدكيو غوينكيو أريو مسيحين À la une également, le second atelier de co-création du projet Play to Learn financé par l'USAID est mis en œuvre par Maud McDonald en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, l'UNIFD et l'association Sunal Haya. C'est tenu aujourd'hui au Sheraton Hotel. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès à l'éducation préscolaire à tous les enfants de 3 à 6 ans afin qu'ils bénéficient d'un enseignement de qualité et inclusif. L'atelier est lancé par la représentante de l'USAID, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, l'inspectrice générale et le directeur général de l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale a réuni des participants issus des institutions précitées, mais également de l'UNICEF et des milieux associatifs. Cet atelier a pour objectif de présenter le bilan de la première année du projet Play to Learn et d'élaborer le plan d'action de la deuxième année avec les différents partenaires à travers une approche participative. Écoutez la représentante de l'USAID à Djibouti. Les activités pour le plan d'action de la deuxième année. Je remercie notre partenaire d'exécution, Maud McDonald, pour l'organisation d'un deuxième atelier. Play to Learn est un projet axé sur l'éducation de la petite enfance, un sujet crucial pour l'USAID et le gouvernement djiboutien. Sa particularité réside dans sa capacité à rassembler le gouvernement dans sa diversité, un bon nombre de partenaires, les membres de la communauté et la famille autour de nos enfants. Au nom de l'USAID et du gouvernement américain, j'applaudis l'engagement de tous, que l'enseignement préscolaire soit au cœur de vos priorités et cette forte synergie entre les partenaires pour la deuxième année. Je vous remercie tous pour votre participation et vous souhaite de fructueuses discussions. Écoutons à présent un extrait du discours de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Madame Anissa Hassan Bardon. C'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour ouvrir l'atelier Jouer pour apprendre, financé par l'USAID. Mes premiers remerciements en parlant au nom du ministère de la Femme et de la Famille à l'USAID qui a financé ce projet. Mes remerciements vont également au ministère de l'Enseignement, le MEDFOP, le ministre, le secrétaire général et tous les collaborateurs qui sont toujours prêts à nous épauler. Comme vous le savez, le ministère de la Femme et de la Famille a pour mandat de la petite enfance allant de 3 ans à 4 ans. À partir de 5 ans, c'est le ministère de l'Éducation, le MENFOP, qui est chargé. Le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place les garderies et crèches communautaires qui sont encore à un stade embryonnaire, qui sont développées, qui sont en phase de développement. Et avec l'appui de ce projet, nous sommes en train d'élargir et d'approfondir par la formation et l'encadrement. Il est aussi de notre rôle et de notre responsabilité d'apporter le soutien financier à la communauté pour qu'elle puisse éduquer les enfants du préscolaire. Aujourd'hui, à Djibouti, le préscolaire n'est pas obligatoire, mais il est fondamental et important. Si on veut avoir un capital humain important, c'est l'investissement de l'enfant au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Voici à présent le mot de l'inspectrice générale du ministère de l'Éducation nationale lors de cet atelier. Tous contents de nous retrouver aujourd'hui ici
pour cette année 2. C'est la deuxième année, toujours dans la même dynamique, je pense, de démarche. On s'inscrit toujours dans cette démarche partenariale, on s'inscrit toujours dans cette démarche participative. Donc c'est un atelier de co-création et c'est vous tous ici présents, les ressources des différents ministères, des partenaires, etc., qui allaient contribuer à ce plan pour le ministère de l'Éducation nationale. Le préscolaire constitue une grande priorité. C'est inscrit dans notre schéma directeur 2021-2035. Et nous le pensons à travers vraiment le prisme de la qualité. On se dit qu'un enfant qui a fait le préscolaire, il est mieux outillé, il est mieux préparé, il est mieux paré. Et c'est une espèce de garantie de rétention par la suite au niveau du cursus scolaire. Donc aujourd'hui, notre mission au niveau du ministère de l'Éducation, il y a la mission de scolariser, d'inscrire. Mais ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est la mission de récupérer les élèves déscolarisés. Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, par le biais de la Direction de l'Environnement, a organisé aujourd'hui un atelier d'information et de sensibilisation au Palais du Peuple à l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone a pour thème « Restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique », mettant en avant la contribution du protocole de Montréal aux efforts de lutte contre le changement climatique. Ce thème encourage tous les acteurs à poursuivre leurs actions exemplaires visant à protéger à la fois la couche d'ozone et le climat dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le directeur de l'environnement, Hussein Djilach-Rableh, en présence de Mme Emma Nguyen, représentant du PNUD à Djibouti. L'objectif principal de cet atelier est de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à la problématique de l'érosion de la couche d'ozone et aux mesures prises tant au niveau international que national pour sa préservation. Pour notre vie, pour notre planète. Et cette journée qui est célébrée aujourd'hui, où démarrent les Assemblées générales des Nations Unies à New York, où tous les États vont amplifier leur engagement sur les objectifs de développement durable, est symbolique. Donc je crois que nous savons tous que nous devons œuvrer ensemble, chacun à son niveau, pour nous assurer que nous avons encore une couche d'ozone qui peut nous protéger et protéger notre santé, protéger notre vie, protéger la planète. Donc, je souhaite que nous puissions ensemble découvrir un peu plus ce que nous pouvons faire ensemble à travers le projet Ozone, ce qui a déjà été fait au niveau du pays, et quelles sont les perspectives pour que nous puissions tous ensemble nous impliquer davantage. Écoutons à présent un extrait du discours du directeur de l'environnement, M. Hussein Djilach-Rableh. Pour moi, un réel plaisir d'être parmi vous pour célébrer ensemble la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Comme chaque année à pareille époque, et à l'instar du concert des nations, notre pays célèbre en ce 18 septembre 2023 la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. En effet, qu'il me soit permis de vous le rappeler en cette occasion que la couche d'ozone, par son rôle de filtre du rayonnement ultraviolet nocif du Soleil, est le bouclier protecteur de toute vie sur Terre. Pour votre information, en 1994, l'Assemblée générale a proclamé le 16 septembre date anniversaire de la signature en 87 du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette journée a pour objectif d'informer et sensibiliser vers une plus grande prise de conscience du public dans la mise en œuvre des actions de préservation et de protection de notre couche d'ozone, bouclier céleste de notre Terre. Cette journée, c'est aussi l'occasion d'amener nos concitoyens à devenir des agents au service du développement durable, et ce afin de garantir un futur sûr et plus prospère. En cette année 2023, marquant le 36e anniversaire de l'adoption du protocole de Montréal, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone a pour thème « Restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique ». Un slogan soulignant la contribution du protocole de Montréal
aux efforts de lutte contre le changement climatique, il met en évidence que le protocole de Montréal ne se limite pas uniquement à la préservation de la couche d'ozone, mais qu'il a également un impact significatif dans la lutte contre le changement climatique. À la une également, le mouvement des jeunes une et indivisible, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé à Tadjoura la 5e étape d'une campagne de prévention et de sensibilisation des jeunes aux dangers et conséquences de la consommation de la drogue. Eh bien, ces rencontres ont permis de prévenir, d'informer et de sensibiliser les jeunes sur les notions d'addiction, sur les dangers de différents types de drogues et leurs méfaits sur la vie et sur la santé physique et mentale de la jeunesse. Dans son discours, le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible a souligné que les vendeurs et les consommateurs de drogue menacent non seulement la santé et l'avenir de nos jeunes, mais aussi ceux qui les entourent, y compris leurs familles et leurs amis. Il a encouragé les acteurs associatifs, les parents, les forces de l'ordre et les jeunes eux-mêmes à mobiliser leurs efforts dans le but de créer une vaste coalition pour faire reculer ce fléau. Nous, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre, comme la jeunesse djiboutienne, et particulièrement à Tadjoura, c'est un sujet vraiment qui nous intéresse. Nous sommes aujourd'hui à Tadjoura face à un fléau qui ravage la jeunesse djiboutienne, la jeunesse de Tadjoura particulièrement. Nous faisons ce que nous pouvons pour lutter contre ces fléaux. Nous avons besoin de la proximité de la jeunesse avec les forces de l'ordre. Sans la société, sans la jeunesse, les forces de l'ordre ne seront pas efficaces. Parce que les trafiquants qui font rentrer ces drogues, les passeurs, les vendeurs, les courtiers, tous ils habitent dans les quartiers. Écoutons à présent l'intervention du deuxième vice-président chargé de la coordination du mouvement des jeunes une et indivisible, M. Mohamed Ali Mohamed. Élargir cette lutte contre la drogue prochainement dans le milieu aussi scolaire, qui nécessite une sensibilisation plus approfondie dans le milieu scolaire. Nous voudrions aussi trouver des échappatoires contre la drogue, des alternatives pour la jeunesse djiboutienne, la multiplication des activités sportives aussi. Et nous pensons aussi, nous avons appelé tout ce monde, non seulement de toutes les institutions, mais aussi de toutes les couches de la société, à savoir la société civile que nous sommes, à travailler ensemble et de combattre ce fléau de manière plus profonde. Nous remercions donc toutes ces institutions d'être présentes et à la jeunesse de la région du Nord d'être venue en masse. Au Brésil, 14 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion à Barcelos, une ville touristique d'Amazonie brésilienne. L'avion a manqué son atterrissage à Barcelos sous une forte pluie. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire à la sécurité de l'État lors d'une conférence de presse. L'appareil est sorti de la piste après avoir atterri trop loin, tuant les 12 passagers et 2 membres d'équipage. Selon les premiers éléments de l'enquête, les passagers étaient tous des hommes brésiliens qui se rendaient dans la région pour pratiquer la pêche sportive. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.